à la Cantorade. Venez avec nous sur Radio Laser prendre de la hauteur et du recul sur les interrogations multiples que nous et vous nous posons toutes et tous. Critiquons, proposons, réfléchissons dans l'humour et le respect. Explorez pendant un mois, chaque semaine, un sujet pertinent avec toujours un invité expert. Bonjour à toutes et à tous sur Radio Laser, à la Cantorade Science, et comme tous les mois, mais on a eu un petit intermède de 2 mois cet été, nous retrouvons Marion Guillemin. Bonjour Marion. Bonjour. Et c'est la rentrée, aussi pour Science Ouest, pour l'espace des sciences. Et donc le nouveau numéro de Science Ouest vient de sortir, déjà il y a quelques jours d'ailleurs. C'est le numéro 421 de septembre 2024, avec un dossier « La mort, une affaire de vivant ». Et nous parlerons aussi d'une étude qui est faite dans le cadre de l'ELFAST. Nous parlerons de la station Tara aussi, qui va être posée sur la glace et qui dérivera. Nous en parlerons après. Nous allons donc parler de la mort, voilà. Alors on va parler de la mort, et donc j'en dirai rien, mais je dirais quelque chose sur la vie, en l'occurrence qu'a dit Xavier Bichat. Xavier Bichat, la vie est l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort. Eh bien, la mort prend la place de la vie quand la vie ne peut plus assumer certaines fonctions importantes. Nous avons en parlé. Alors donc, vous savez que la mort, personne ne peut y échapper, et c'est le point final de chaque existence, jusqu'à preuve du contraire en tout cas. Hein. Et donc, je vais laisser la parole à Marion, qui va nous parler des causes principales, de la proximité avec le cadavre, des aspects d'indivisibilisation qui s'installent, de la fin de vie, etc., de la Bretagne. Bon, je vous laisse la parole, Marion. Oui, effectivement, c'est un sujet très très vaste qui est fascinant. Nous, c'est une thématique à la rédaction qui nous a vraiment plu. C'est une exploration vraiment de la mort sous toutes ses coutures, finalement, que l'on vous propose. En tout cas, j'espère que c'est un très beau dossier, très beau dossier. Merci beaucoup. En tout cas, voilà, l'idée, c'était de parler de ce sujet qui nous concerne tous, hein, même justement en tant que vivants, parce que la mort, elle est inéluctable, on n'y échappera pas. Alors, je commence quand même par préciser que c'est un dossier que nous avons écrit en écho à l'exposition Mourir quelle histoire, c'est important, bien sûr, au musée de Bretagne. Voilà, il y a encore quelques jours pour aller la découvrir. C'est au musée de Bretagne, hein, c'est ça. Oui, tout à fait, au Champ Libre, au musée de Bretagne. Elle est disponible jusqu'au 22 septembre. D'accord. Voilà, donc allez-y, à cette occasion, voilà, nous, on s'est dit que c'était un beau sujet aussi pour donner la parole aux scientifiques, parce qu'effectivement, c'est un sujet interdisciplinaire, en fait. Voilà. Et nous, l'idée, c'était vraiment d'explorer, de comprendre la façon dont les sociétés appréhendent la mort, et surtout comment, justement, les vivants, donc ceux qui restent, ils font face. Donc, vous parliez du deuil, effectivement, c'est un sujet, hein, c'est un article, on a consacré un article au sujet du deuil. Voilà, et on a voulu vraiment comprendre le rapport que les sociétés humaines, en fait, entretiennent avec la mort, et comment, en fait, ce rapport-là, il a évolué avec le temps. Il fluctue, en fait, selon les époques, les lieux, les cultures, évidemment. On a aussi parlé des rites funéraires, quelles sont les pratiques, voilà, depuis la nuit des temps, et surtout selon les différentes cultures, dans les différentes régions du monde. Et puis, on a découvert comment, notamment depuis les années 70, le progrès médical, en fait, a engendré vraiment une transformation de nos liens avec la mort, parce qu'on a déplacé, en fait, le lieu de la mort du domicile à l'hôpital ou à l'EHPAD, et finalement, effectivement, ce que vous disiez, petit à petit, en fait, elle s'est invisibilisée, elle s'est même aseptisée, en fait, avec tout à fait. Et c'est devenu un tabou, en fait, sociétal, alors qu'à la fois, elle est partout, on en parle beaucoup, on voit des morts tous les jours aux infos, elle est présente dans toutes les séries télé, voilà, donc c'est un paradoxe qu'on a souligné et qui est soulevé même, et qui est assez intéressant. Oui, j'ai noté qu'à propos de la mort,
depuis que l'Homo sapiens doublement sage, est apparu, ça fait 300 000 ans, il y aurait eu 109 milliards de personnes qui sont mortes. C'est énorme, ça. Bien sûr. Alors qu'on est 9 milliards sur Terre, mais enfin bon, voilà. Ça permet de prendre un peu de recul, je trouve, effectivement. Oui, c'est bien. Excusez-moi, je pensais que c'était intéressant de le ressouligner. Ouais, non, mais l'histoire est assez est importante, en fait, justement, pour comprendre notre rapport à la mort aujourd'hui. Oui. On a évoqué le deuil, je ne vais pas revenir dessus. L'idée, ce qui est important, en fait, c'est de comprendre qu'il y a des normes sociales qui le régissent, mais que ça reste un vécu personnel, qu'il n'y a pas un deuil, même pour une même personne, elle ne fera jamais le même deuil pour les proches qu'elle peut perdre. Donc c'est vraiment, mais c'est intéressant, en fait, justement, de voir les réponses que peuvent nous apporter les scientifiques, et parfois il y a des questions qui restent encore sans réponse. Oui. On a aussi échangé avec des personnes qui sont confrontées à la mort au quotidien dans leur travail, parce que ça amène beaucoup de difficultés parfois. C'est une gestion qui est particulière, qui manque aussi dans certaines formations. Je pense notamment au domaine médical. Comment en fait se protéger et annoncer aussi des mauvaises nouvelles à la famille. Donc on a parlé aussi de cette omniprésence-là. On a évoqué l'expérience de mort imminente. Il y a des choses qu'on commence à comprendre. Le fameux tunnel, on dit que ce serait l'ischémie cérébrale, le manque d'oxygène. En fait, les neurosciences commencent à apporter des explications. La recherche est en cours et on ne peut pas tout expliquer tout de suite. Mais ce n'est pas. La science peut expliquer certains témoignages qui paraissent dingues en fait parfois. Il y a des premières des observations en fait et des analyses qui permettent vraiment de donner des premières explications. Et puis on a aussi parlé des animaux, parce qu'on n'est pas les seuls concernés par la mort. Tout être humain y est confronté. Et on se posait la question de est-ce qu'ils ont conscience de la mort ? Est-ce que vraiment il y a des traditions aussi dans certaines populations, de certaines espèces ? Donc je vous laisse découvrir, mais c'est assez incroyable aussi. Souvent l'animal, le chien, le chat, s'en va très loin dans la nature quand il sent que les choses s'arrêtent, ou vont s'arrêter en tout cas. Et pour l'être humain aussi, il y a des traditions asiatiques en l'occurrence, où on monte, la personne âgée s'en va dans la montagne. Ah oui, d'accord, ok. Il y a vraiment Elle va y finir, c'est quelques heures ou quelques jours qui lui restent. C'est en Asie, ça. C'est de l'ordre de la tradition, du coup, j'imagine aussi. Tout à fait, aussi, bien sûr. Oui, bien sûr. Vous avez aussi les funérailles plus écologiques aussi, j'ai vu ça. Oui, on a parlé de ça, effectivement, c'est un sujet important. Mais pour l'instant, rappelons qu'en France, ne sont autorisées que l'inhumation normale et la crémation, c'est ça. Tout à fait, oui, c'est ça. Donc c'est un dossier assez riche, finalement, très bien, très riche. Une thématique très vaste et qui en Bretagne a vraiment son importance. En Bretagne, il y a un article territoire, la mort présente en Bretagne. Elle est présente partout, mais en Bretagne, il y a une tradition particulière. C'est ça, et c'est ce que reflète beaucoup l'exposition du musée de Bretagne, justement. Donc c'est vraiment très complémentaire à la lecture la Bretagne, terre de la mort. La Bretagne, terre de la mort, c'est un petit article. Alors je voulais finir cette partie-là en rappelant, pour se remonter un peu le moral quelque part, notamment quand on perd des êtres... Tout individu nous est très cher de toute façon. C'est une citation de Jean d'Ormesson disant « Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. » Voilà, donc pour peut-être clôturer d'une manière entre les cas optimistes, donc nos ascendants restent en nous tant que nous-mêmes nous sommes vivants, quelque part. Oui. Marion ? Oui, je suis là. D'accord. On passe à un article maintenant, peut-être, sur ce que vous voulez.
Voilà. On peut parler de la station polaire de Tara, si vous voulez, parce que vous introduisiez tout à l'heure. 400 kilos posés sur la glace et après oui, on laisse exactement. dériver, c'est ça. Oui. Exactement. J'ai ma collègue Violette Volou qui est allée sur le chantier. C'est un bateau en fait qui est encore en construction. Le chantier devrait se terminer à l'automne. Il est où ce chantier, Saint-Nazaire ? Alors il est aux constructions mécaniques de Normandie à Cherbourg. Donc c'est un chantier assez important qui est inédit en fait. Et comme vous le disiez, en fait, ce sera un bateau qui ressemblera en fait à une sorte d'igloo flottant de 400 tonnes, donc c'est assez lourd. Alors je vais vous donner les dimensions pour se représenter un peu plus. Oui. En fait, il va faire 26 mètres de long, 11 mètres de haut et 16 de large. Donc c'est quand même assez grand. Et surtout, ce qui est assez particulier, en fait, c'est qu'il est entièrement lisse. Il n'y a aucun angle droit sur la coque pour éviter en fait toute prise à la glace. Donc c'est vraiment, faut imaginer un igloo. Alors dans le magazine, on a mis une petite photo pour de représentation, voilà, pour voir à quoi ça va ressembler. Et donc effectivement, c'est une station qui va dériver sur la banquise de l'Arctique. Elle va parcourir 10 km par jour dès 2026. Donc là, il y aura des tests en fait avant la vraie mise sur le terrain. Mais voilà, de 2026 à 2045, on a pour un moment, on a prévu d'en reparler. Voilà, il y a 10 missions de 18 mois. 2045, c'est ça. Il y a 10 missions de 18 mois qui devraient s'enchaîner et l'idée c'est vraiment de pouvoir étudier l'environnement en fait polaire et c'est très compliqué parce qu'évidemment c'est un milieu extrême. Alors quelles sont les études que l'on veut y faire alors il va y avoir plusieurs prélèvements qui seront réalisés en fait et analysés à bord. Il y aura justement des biologistes, des physiciens, des glaciologues, même des océanographes bien sûr qui vont étudier l'atmosphère, la neige, la glace et la biodiversité. Alors aujourd'hui on est sur quelque chose d'assez général. Bien sûr, quand les missions vont se mettre en place, on pourra vous en parler davantage parce que les projets sont en train d'être ficelés. Je ne peux pas vous indiquer les thématiques. Enfin, voilà, c'est des thématiques, mais bien sûr, il y aura des problématiques qui seront explorées et ce sera beaucoup plus précis dans les années à venir parce qu'il y a tous les protocoles à mettre en place. Et donc, cette capsule, on sait qu'elle va faire à peu près 10 km, elle va parcourir 10 km par jour à cause des courants, quoi. C'est ça. Oui, parce qu'elle elle sera pas propulsée en soi, quoi. Non. Et puis l'idée, c'est vraiment d'avoir une sorte de vaisseau expérimental, en fait. C'est ça. Voilà. L'idée, c'est de pouvoir faire des mesures. C'est un peu un ISS de l'Arctique, en fait, si vous voulez. Oui. Voilà. Quelque part, belle image, absolument. C'est ça. Voilà. Donc là, nous, on a vraiment voulu découvrir le chantier parce que c'est important, en fait, aussi de comment. Bien sûr, c'était bien d'aller voir. On construit un tel bateau et finalement, ça représente plus de 100 000 heures de travail, quand même. C'est assez colossal. C'est énorme. Depuis combien de temps ? Une dizaine d'années, je crois. Depuis septembre 2023. Ouais. Ah oui. D'accord. Non, ils n'ont pas chômé. Et la conception, j'ai lu, la conception s'est faite il y a 10 ans à peu près, et il a fallu 10 ans pour maturer tout cela, quoi. Ouais, c'est ça. D'accord. Oui, c'est ça. Oui, c'est ce que Romain Troublé nous expliquait, effectivement. Oui. Je viens de revoir ma ligne avant de faire ces bêtises. Oui, c'est ça. Tout à fait. Alors maintenant, on parle de l'Hellfest. Oui, le Hellfest. Autre reportage dans ce numéro, effectivement. Les chercheurs travaillent là, sur ce phénomène de foule, en fait, le mouvement de foule. Exactement. Donc en fait, pendant que les métalleux étaient au chaud devant sous le soleil, devant les groupes, il y avait une équipe de chercheurs en fait qui a vraiment sur le terrain, c'était vraiment un terrain très original, voilà. Donc on a voulu comprendre ce qu'ils font. Donc on raconte en fait en fait ils testent des outils en fait directement là-bas et leur projet vise finalement à développer un système qui est capable de détecter les signes avant-coureurs d'un mouvement dangereux. Oui, ça c'est important. C'est vraiment de pouvoir agir et de pouvoir comprendre en fait les phénomènes qui peuvent être. Oui, malheureusement, on a eu des exemples dans des stades dans le cadre du sport, du football entre autres, quoi. Oui. Et aussi dans des cadres de réunions multiples où la foule était tellement compacte que malheureusement il y a eu des accidents très graves. C'est ça. Et là l'idée c'est de pouvoir détecter en fait
en temps réel ce type de mouvement pour pouvoir agir avant que ce soit trop tard finalement. Donc voilà, donc on raconte un petit peu comment eux dans les coulisses observaient la foule. Donc ils ont installé du matériel qui permettait de prendre différentes mesures et eux sur des ordinateurs. Ils circulent dans le cadre de l'Hellfest, quoi, c'est ça, oui. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc ça, c'est intéressant, et puis c'est vraiment pour le coup un terrain de recherche inédit aussi. Voilà. je n'ai pas d'autres mots, mais c'est très original et c'est important. C'est original et c'est important, bien sûr. Voilà. Très bien, très bien. Donc si vous étiez au Hellfest, peut-être que vous avez croisé des scientifiques. Non, j'y suis pas allé. J'ai noté aussi un article intéressant. Vous savez qu'on parle de démocratie participative, et j'ai noté un article de science participative pour la protection, pour protéger les côtes et pour voir comment elles évoluent. Et donc on incite les personnes à prendre des photos en l'occurrence. Donc vous inquiétez pas, c'est pas grave. Donc voilà. Autre aspect aussi, est-il vrai que les grenouilles annoncent la pluie ? Eh bien ça, c'est une question de science dont Michel Cabaret, directeur de l'Espace des Sciences, vous donne la réponse, si vous allez voir ça. Ensuite, vous avez un livre intéressant qui s'appelle... tout est intéressant, vous allez me dire, enfin celui-ci, je l'ai noté, je me permets de l'avoir noté. La promesse du hasard, c'est indiqué dans Science Ouest, avec la référence donc, de François Vanucci, et c'est chez Odile Jacob, et c'est sorti en 2024. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter, Marion ? Je rajouterais juste qu'on vous donne rendez-vous le 18 septembre, en fait, à 18h30 au Café des Champs Libres pour justement partir dans les coulisses de l'archéologie funéraire. Donc, c'est en écho à notre dossier. Voilà, c'est la première rencontre de la saison. On interviewera Élodie Cabot, qui est archéo-anthropologue à l'INRAP, qu'on a déjà rencontré plusieurs fois pour Science Ouest, qui est passionnante. Et voilà, et cher public est invité, c'est gratuit, ouvert à tous. Vous allez boire, à venir poser vos questions à la scientifique. On peut y boire un verre, peut-être. Tout à fait. Donc, tout l'intérêt d'un café des sciences. On apprend des choses, on échange. Voilà, c'est vraiment un moment convivial, exactement. Donc allez-y. Et donc surtout, c'est mercredi la semaine prochaine. Voilà, oui, c'est absolument. N'oubliez pas que vous pouvez aussi donc obtenir Science Ouest ou en allant directement à l'Espace des Sciences ou dans les boutiques ou via Internet aussi, je crois. Oui, exactement. Directement sur notre site Internet, vous pouvez les commander, vous abonner et recevoir le magazine directement dans votre boîte aux lettres. Super. Voilà, ce sera un plaisir de remplir votre boîte aux lettres de science. Et oui, et puis de remplir aussi de nos connaissances de science aussi, c'est bien. On vous souhaite, Marion, une très bonne journée et on se retrouve bien sûr le mois prochain. Et au revoir à toutes et à tous et profitez de la vie, prenez soin de vous. Voilà. Au revoir Marion, à bientôt. C'est parfait. Au revoir, merci.